rapidement, on a une dernière longue session. Et on va parler cette fois futur, comment on se prépare au futur et surtout quelles sont les actions en cours de divers acteurs du domaine, chacun à leur niveau. Vous allez voir que c'est des niveaux très différents, niveau diffusion, niveau production, niveau formation. Pardon? Ah oui, vous pourrez couper la musique? T'as accès à la musique? Merci. Bon, c'était pas mal la musique. Et, euh, et donc sans plus attendre, et donc niveau formation, niveau recherche et aide, on va dire, à, à labelliser ces sacrés systèmes d'IA pour qu'on puisse les utiliser en bonne conscience et dans de bonnes conditions. Et alors je vais vous faire une rapide présentation des forces en présence, et après je leur donnerai la parole les uns après les autres dans un certain ordre. Pour vous expliquer un petit peu la logique un petit peu qu'il y a eu. Alors, ça tombe bien, j'ai fini sans le vouloir en vous parlant de rencontres qu'on a avec les chaînes de télé qui se posent plein de questions de labellisation, etc. Certaines chaînes de télé, nous, qu'on a, alors là, je prends ma casquette d'ADA Animation. Ici, je suis que modérateur, mais on travaille quelquefois pour des documentaires, on fait de l'image animée, quelquefois avec de l'IA. Et certaines chaînes de télé comme TF1, par exemple, ils ont un système juridique qui interdit certains modèles d'IA, par exemple. Donc, on a ce genre de contraintes. Et d'autres diffuseurs se demandent comment labelliser les choses. J'ai demandé à certains de ces diffuseurs de venir en parler, mais ils sont seulement au début de la réflexion. Ils n'ont pas en fait de réponse. Ils auraient eu une phrase de réponse en disant bah, on y réfléchit. C'est pas simple parce qu'il y a de l'IA un petit peu partout. Et l'une d'entre elles, entre autres Arte, m'a recommandé plutôt m'a pointé vers un effort qu'il faisait de construction d'une expérience, d'un programme autour de l'IA, une sorte de Trax. Moi, je l'appelle ça une sorte de Trax de l'IA qui s'appelle Fantasia. Donc Daniel Kamdamov est là pour en parler. Il va nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et quelle est sa démarche. Il était là d'ailleurs hier soir pour voir un petit peu ce que vous avez vu tout à l'heure, la jam, les expérimentations techniques. C'est le genre de profil qui peut l'intéresser. Ces diffuseurs-là produisent des choses. L'année dernière, pour faire le lien avec l'année dernière, on avait beaucoup parlé il y avait des sessions, et l'année d'avant aussi, sur la formation, comment former à l'IA. On en a un peu parlé de formation en interne, formation dans les écoles. En pointillé, cette année, en fait, Pascal Guel de NSK Champ, entre autres, de l'école polytechnique, va venir parler de cela, de la formation, sachant qu'en fait, donc, c'est une école d'ingénieurs, des formations plutôt d'ingénieurs, et ça fait le lien avec l'année dernière. Le thème était de la rencontre chercheurs, formation et artistes. Comment rejoindre les deux. D'ailleurs, on était sponsorisé par l'ANRP, EPR, ICAR, dont le but c'est de financer des rencontres comme ça entre artistes et entre industrie culturelle et recherche. Et donc, on fait le lien avec l'année dernière. Il va nous parler en fait, des efforts qui sont faits entre les écoles pure technique et des écoles publiques de création audiovisuelle comme la FEMIS, Louis Lumière, etc. Tu nous parleras de ça. Et j'imagine que dans vos écoles, vous êtes intéressés par ce qui vous intéresse, c'est justement comment les artistes prennent en main les choses, avec quelles contraintes, etc. Et ces contraintes-là, on se rend compte dans des journées comme celle-ci, elles sont multiformes, multifacettes. Il y a des contraintes juridiques, entre autres, des contraintes éthiques, environnementales, etc. Donc il devient important, il devient vital en fait maintenant de quelque part labelliser, mesurer un peu l'impact de chaque système, de chaque solution, de chaque implication de ces fameux tissages technologiques dont on parle. Et c'est ce dont nous parlerons aussi, une rencontre entre la recherche de l'INRIA, représentée par Stéphane Donikian, et des institutions du domaine de l'audiovisuel, comme la CST, représentée par Frédéric Fermont. Et nous parlerons de cet effort-là de créer, moi, ce que j'appelle un Nutri-Score de l'IA, qui va pouvoir servir tout le monde et qui va pouvoir servir de base peut-être juridique pour valider ou invalider des systèmes proprement dans des productions. Et d'ailleurs, on parlera de production et de ce à quoi peut servir tous ces travaux-là pour défendre des politiques d'aide, etc., ce dont nous parlera Itzhar van der Pujl. Voilà la logique un petit peu qu'il y a derrière ce panel-là, c'est protéiforme. Et on va commencer par la diffusion, donc en laissant la parole à Daniel, qui va nous parler de son programme Fantasia. À toi. Voilà, c'est parti. Avant de vous montrer quelques minutes, je vous donne un peu de contexte.
Donc Arte, c'est une chaîne et une plateforme publique à vocation européenne. Et donc à ce titre, on est signataire on obéit à l'IA Act européen, et donc à chaque fois qu'il y a une image trafiquée d'une manière ou d'une autre par l'IA, enfin, donc c'est plutôt de l'IA générative, on est censé l'afficher. Et il se trouve que nos audiences, dès qu'un film est avec de l'IA est diffusé sur YouTube ou sur d'autres plateformes, on s'est aperçu qu'il y avait un accueil plus que mitigé, voire un produit franchement radioactif, comme dirait Quentin. L'expression lui appartient, mais c'est vraiment la bonne expression, c'est-à-dire que les gens, ils oublient la démarche artistique, ils oublient le contenu, ils oublient la qualité artistique ou premium, etc. Ça ne se met à parler que d'IA, de grands remplacements technologiques, etc. Et ensuite, la troisième chose, c'est qu'on est aussi la chaîne des auteurs et des créateurs. Et donc, à un moment, la décision a été prise d'orienter la petite cellule dont je m'occupe, qui s'appelle l'atelier de recherche, de l'orienter exclusivement vers l'IA et pas seulement les nouveaux formats. Donc avec mon partenaire de jeu qui s'appelle Christophe Paillet, on a imaginé ce format. Donc on l'a appelé le magazine de l'IA, mais en fait ça n'a rien d'un magazine. C'est vraiment un truc où tout est from scratch à chaque fois. C'est-à-dire que les seules personnes constantes dans ce truc, c'est le monteur de l'émission et votre serviteur. Et à chaque fois, on cherche des artistes, des logiciels, des outils, des institutions, des collectifs, des écoles qui sont capables de relever le gant et d'essayer quelque chose. Alors en même temps, je diffuse sur la plateforme d'Arte, donc on n'est pas, c'est pas la chaîne Vimeo d'un collectif ou d'une boîte de prod. Donc on essaie de définir un cadre et puis une direction thématique. Donc au début, on est parti un peu vers la sérendipité, tout et n'importe quoi. Et en fait, à partir de, on s'est aperçu que mine de rien, ça marchait mieux quand on s'occupait d'une question. Donc le dernier épisode en ligne, il parle de fantômes. Et en effet, c'est un fait numérique, c'est un fait anthropologique majeur. Puisque plus le monde se numérise, moins les gens refusent de mourir. Et plus les fantômes réapparaissent. Donc on a produit et compilé un certain nombre de choses, et à chaque fois on essaye comme c'est un exercice de création, voilà. Donc je vous montre 5-6 minutes. On est dans un festival d'animation, donc Nous sommes réunis ici, Jean Benoît, m'a chargé de transmettre un message à la famille. À l'ère des intelligences artificielles, les fantômes sont plus présents que jamais. I even found him on Google Street View. Les humains, il y a 400 000 ans. Les cavernes les protégeaient des intempéries. Le feu, récemment apprivoisé, cuisait leur repas et éloignait les prédateurs. Ce feu faisait surtout danser les ombres, ces images vivantes, incontrôlables, des présences, des revenants, des fantômes. Cette capacité à mêler mémoire, imagination et retour des êtres disparus. Les anciens l'appelaient la Fantasia. Fantasia. Au XXIe siècle, réussir sa mort devient un enjeu existentiel. En Australie, Bill Edgar exerce le métier de Coffin Confessor. Il s'est fait le porte-parole des morts les jours J. Libération, justice, vengeance. Louis Gibb a imaginé un court-métrage en animation, nourri de situations réelles, authentiques, vécues. L'humour noir, D'une sagesse subversive qui ose voir dans la mort un moment de révélation. que le vivant ne risque pas d'oublier.
commences à me fatiguer avec ta bague. C'est les estampes tout à marron qui m'inquiètent. Celle qu'il avait derrière son bureau. On a fouillé partout, rien. Elles ont disparu. Les papiers délavés avec les japonaises. Ça se revend en moins de temps qu'il en faut pour le dire. On parle des bijoux, là. Il y en a pour 50 plaques. Pour les bijoux, franchement, tant que j'ai la Jaguar, je m'en fous. La Jag, il a même pas le permis. Patrick, toi t'as la DS et la 2 chevaux. Ma Jaguar, si je veux la donner à mon fils, je la donne à mon fils. Alors, elle est pas encore à toi, hein? Autant les bijoux et les estampes, c'est pas dans le testament. Autant les voitures, ça y est. On verra chez le notaire. Nous sommes réunis ici pour Jean Benoît. Il m'a chargé de transmettre un message à la famille. La bonne nouvelle, c'est que ce message va répondre à la plupart de vos questions. La mauvaise, c'est qu'il va pas vous plaire. Je n'ai jamais pu supporter vos goûts petits bourgeois et je ne vous laisserai pas être les metteurs en scène de mon départ. J'ai trop supporté vos mesquineries, vos goûts médiocres. J'ai avalé trop de couleuvres pour partir selon vos lois. Ne vous inquiétez pas, mes messages seront brefs. Je suis heureux de vous avoir quitté. Non, Mireille, tu n'auras pas ma bague. Elle me vient de mon oncle résistant, c'est pas pour finir au doigt d'une coach en leadership disruptif. Patrick, les estampes. Je sais que tu langues dessus. Je les ai renvoyées au Japon. Tu pourras aller les voir au musée Koishikawa. Bon courage pour les récupérer. Chantal. J'espère que Michel et toi, vous êtes bien amusés. Je vous laisse ma place dans le caveau familial. Hors de question de passer plus de temps avec vous. J'ai choisi l'incinération. Une dernière pour la route. La Jaguar. Ok, merci. Là, tu nous as montré les parties vraiment très animées du fait du festival, mais il y a... Le festival, en réalité, l'animation est plutôt minoritaire. Ouais. Ouais, l'animation est plutôt minoritaire. Mais le principe, c'est vraiment de constituer un portefeuille de talents et de gens comme ça, iconoclastes, qui attrapent ces outils, inventent leur manière de bosser. Et donc, notre but, c'est plutôt de nous compliquer la vie, plutôt que d'accélérer les processus. C'est vraiment de défendre la création. Et quand Quentin m'a proposé de venir ici, ma réponse spontanée a été de dire oui, d'abord pour pouvoir m'adresser à des gens où il y a pas mal d'écoles et de professionnels, et des gens qui sont OK pour venir essayer comme ça 5-6 minutes. Il n'y a pas de format. Chaque fois, l'émission se réinvente. Parfois, c'est des purs essais documentaires où il n'y a pas une once d'IA générée. Alors peut-être juste des petites corrections de sons, d'upscale d'archives ou que sais-je. Mais donc voilà, je voulais surtout profiter de cette tribune. Donc c'est pas forcément de la prospective dans le sens où ça annonce des nouvelles manières de travailler. Par contre, pour détecter des individus, des nouveaux talents,
Voilà, c'est notre manière de faire. Donc là, pour celui-ci, voilà, il se trouve que tout à fait par hasard, c'est de l'anime et on est dans un festival d'anime, mais on bosse vraiment dans toutes les directions, c'est-à-dire qu'il y a de l'anime, de l'archive, du son, des musiciens, et voilà, c'est notre philosophie. Et c'est quelquefois entrecoupé d'interviews d'anthropologues, justement, alors en effet, comme à la fois nos audiences et en même temps les principaux acteurs de notre écosystème, les sociétés civiles, des auteurs, les producteurs sont extrêmement méfiants par rapport à ces nouveaux outils. On essaie d'inventer des manières de faire, et parce que nos audiences se méfient aussi, d'inviter des gens qui aident à penser ça. Donc dans l'émission sur les fantômes, on a invité Guy Delaplace, qui est l'anthropologue des fantômes numériques. Voilà. Ensuite, on prépare un numéro sur la décolonisation et comment débiaiser ces outils dans cette perspective-là. Et on a d'autres intervenants qui sont plutôt plutôt des philosophes et des historiens du fait colonial. Voilà. Merci. On va enchaîner. On reviendra avec toi. Avec des questions sans doute, justement pour faire sens de tous ces outils d'un point de vue technologique, je vais m'adresser au double CST INRIA, et vous allez nous parler de ce fameux projet que vous êtes en train de déposer dans le cadre d'un appel à projet, il me semble. Voilà, vous pouvez prendre la zapette, normalement c'est derrière, si vous appuyez. Vas-y. Donc Cinetica, c'est un projet en devenir qu'on est en train de monter, et qu'on vous présente aujourd'hui, et merci de l'invitation. Qui consiste à évaluer les outils d'IA en production cinématographique pour permettre une appropriation éclairée, positive et responsable. Donc chaque mot a été choisi avec soin. Pour la petite histoire, c'est parti de l'un des partenaires qui est EcoProd, qui s'est tourné vers la CST en nous disant on a beaucoup travaillé sur l'impact écologique des outils, notamment des outils informatiques, mais il y a pour l'instant, en fait, on ne sait pas trop quoi faire de ça. Et donc, ils nous ont demandé un peu quels étaient les cas d'usage de l'IA en production cinématographique. Ce à quoi j'ai répondu, j'en sais rien. Et surtout, je ne sais pas discriminer les usages qu'on pourrait dire bons et ceux qu'on pourrait dire qu'ils ne sont pas bons du point de vue de la qualité ou du point de vue de plein d'autres paramètres. Et donc, en fait, j'en suis arrivé assez rapidement à l'idée que, de toute façon, si on voulait avancer sur une question aussi difficile que celle-là, il fallait quand même l'appui du monde académique. Donc on s'est tourné vers l'INRIA. Ça a pris un peu de temps, mais grâce à toi, Stéphane, et je te remercie, ça y est, on a réussi à s'entourer d'équipes de recherche. Et donc aujourd'hui, voilà, on dépose un projet à la fois avec le monde académique à travers l'INRIA et à travers l'INREV, qui est une équipe que vous connaissez un peu, parce qu'en fait, c'est Rémi Soyer qui est en charge de la formation ATI à Paris 8. Les institutions, donc nous, la CST, en tant que porteur de projet, mais on a aussi la FICAM qui est représentée ici par Benoît Maujean, que la plupart connaissent, EcoProd et Creative Machine. On s'entoure, enfin ça on en parlera à la fin, sur la slide. Donc là, je laisse la parole à Stéphane, qui va vous expliquer un petit peu. C'est juste pour montrer que l'IA est présente à toutes les étapes. Voilà, donc j'ai mis quelques usages donc dans la production, donc de l'écriture du scénario jusqu'à la diffusion, et voilà, différents types d'usages d'IA. Donc ça montre que voilà, c'est déjà présent et qu'on peut s'en servir. Alors après, il y a différents types d'IA. C'est qui réagit un peu. Voilà. Donc il y a les IA dites analytiques, donc qui vont faire des traitements spécifiques, et des IA génératives. Donc en règle générale, on se dit qu'il n'y a pas de problème de propriété intellectuelle pour les IA analytiques, mais qu'il y a plus de risques dans les IA génératives, que les outils sont facilement intégrés dans les pipelines en utilisant les IA analytiques, ce qui est plus compliqué dans les IA génératives, qui nécessitent d'avoir des pipelines hybrides. Et voilà. Donc il y a aussi des enjeux qualitatifs et créatifs
comme on a pu le voir dans les restitutions des jam sessions par Creative Machine. Et il y a un gros challenge sur la contrôlabilité des outils. Mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, ce qu'on pense être une IA analytique, donc là vous voyez Comfy UI en haut, et avec une étape qui s'appelle de lean painting. Comment on fait de lean painting? On va reconstituer en utilisant une IA générative une partie de l'image qui manque. Alors, si la vidéo veut se lancer, je ne sais pas comment je fais pour... Il faut cliquer pour qu'elle se lance, voilà. Donc là, vous voyez, là, sur la voiture, donc il y a un personnage qu'on enlève et il faut reconstituer l'arrière du véhicule et la roue. Et donc, il faut trouver que c'est une voiture et trouver un modèle qui correspond dans l'entraînement de l'IA générative et qui va reconstituer donc ce véhicule. Et pareil, en bas, donc on va reconstituer la route en utilisant des outils de masquage et de remplissage. Mais dans l'outil de remplissage, en fait, c'est de l'IA générative, là aussi. Donc, ce qu'on pense être une solution purement analytique, en fait, c'est un mix entre de l'analytique et du génératif. Et donc, il faut voir à chaque fois quelle est la propriété intellectuelle et comment les IA génératives ont été entraînées. Est-ce qu'on a l'information? Est-ce qu'on n'a pas cette information? Voilà. Donc, ça, c'est un des questionnements qu'on aura pour les outils qu'on va utiliser. Là, donc, on a eu tout à l'heure la présentation de Meshroom, et donc l'utilisation de 3DGS dans Meshroom, là on a plus ce problème, puisqu'en fait on va reconstituer à partir des données donc issues donc du tournage, on va reconstituer l'arrière-plan et on va pouvoir refaire un rendu, et donc l'in-painting là ne pose pas de souci de propriété intellectuelle. Et donc d'un outil à l'autre, il faut vraiment se poser la question de savoir ce qu'on utilise et est-ce qu'il y a un problème ou pas potentiel. Et donc, il y a la nécessité de développer un outil d'aide à la décision sur le recours à l'IA. Et donc, l'objectif, c'est de porter un discours rationnel et objectif sur l'IA. Donc, on va s'affranchir des discours marketing et des réactions passionnelles. On va essayer d'orienter donc les pratiques vers de bonnes pratiques. On sent bien qu'il y a une demande globalement dans la profession d'augmenter la productivité et donc la compétitivité des studios, mais on veut fournir les éléments d'appréciation de l'impact environnemental, sociétal, culturel et légal des IA que les gens souhaitent utiliser dans leur pipeline, et pour apporter aux professionnels donc, des repères. Et donc fournir des indicateurs, donc ce que tu appelles le Nutri-Score, c'est ça, on essaiera de fournir des indicateurs sur les différents IA. Et donc ça va passer par donc, une approche méthodologique. Donc on va cartographier les différentes IA. Donc on a prévu de faire ça, c'est un projet qui doit durer 3 ans, et on a prévu de faire une cartographie initiale et 3 mises à jour pendant le projet, de choisir des cas d'usage, et pour chaque cas d'usage, de choisir des outils et d'analyser donc l'usage des outils. Et pour chaque étape, on va donc après changer d'outil pour chaque itération et de fournir donc ces évaluations en utilisant des métriques issues de travaux de différentes équipes de recherche. Donc il y a une équipe de recherche à Lyon qui travaille sur l'impact environnemental des IA, et donc qui va instrumenter en fait les machines qui vont être utilisées, les serveurs, pour pouvoir avoir le plus d'informations possible sur l'impact, alors sur la partie utilisation, mais après il faut aussi récupérer les informations qui sont pas toujours disponibles, parce que quand on voit le discours de Google par exemple qui dit que son IA est très frugale, en fait il parle que de la phase d'inférence et il parle pas de la phase d'entraînement, et on sait que la phase d'entraînement c'est plus de 90% des coûts d'utilisation d'énergie pour une IA générative, et donc il faut qu'on réussisse là aussi à voir ce qu'on va pouvoir récupérer comme information, faire l'analyse du cycle de vie, donc voilà, et c'est des gens qui sont spécialistes de ça. Le Laboria, qui est un labo commun entre INRIA et le ministère du Travail, va travailler sur une approche plutôt donc sociologique, et donc voir l'impact sur les métiers, en allant observer des gens en activité,
dans les studios. Et donc on va avoir une partie créative et donc évaluer la créativité et la qualité de ce qui est fourni par les IA comparé à des données de référence, c'est-à-dire que pour chaque cas d'usage, on va avoir des données d'entrée, des données de référence, et on va pouvoir comparer la donnée de référence réalisée par un artiste et donc des données générées par les IA en utilisant différents types de métriques. Donc ça, c'est d'autres équipes INRIA. Ça va être des métriques sur le côté visuel, mais ça peut être aussi sur le côté audiovisuel. Donc il y a une équipe qui travaille sur tout ce qui est traitement de l'audio, sur le lien audiovisuel. Donc on va pouvoir travailler un cas d'usage sur le doublage, un cas d'usage sur le lip sync et donc le lien entre l'audio et le visuel. Enfin, voilà, on va avoir un certain nombre de cas d'usage, un certain nombre de métriques, et on va mettre tout ça à disposition de la communauté en Creative Commons. Donc à la fois les données d'entrée, les données de référence, et puis on va publier tous les résultats. Et on va travailler de concert avec Creative Machine pour organiser pendant la durée du projet, comme les jam sessions actuelles, mais plus orientées vers de l'évaluation, les cas d'usage, et travailler collectivement sur l'évaluation et travailler sur les outils d'IA. Voilà, je pense que... Et après, il y aura un transfert vers Carbulator et Carbon Clap de la partie environnementale, donc pour intégrer l'impact environnemental des IA. Ce sont des calculateurs qu'on utilise dans nos dossiers d'aide, entre autres. On doit demander des dossiers de demande d'aide CNC, etc., qui font partie prenante de chaque projet audiovisuel. On a besoin de calculer comme ça des choses, et ça serait bien de le faire par des spécialistes. Pour se rendre compte un peu du projet, où il y a quand même une année de préparation, où là les chercheurs vont travailler sur des métriques qu'ils vont devoir élaborer, donc avec plusieurs types de sciences sociales, sciences humaines, sciences informatiques, etc. Et on va préparer des assets, ce qu'on appelle nous les données de référence, donc c'est-à-dire qu'on va créer des modèles d'entrée, les rushs, images, contours, etc., qui seront ensuite publiés en Creative Commons. Et après, on a compté un peu moins d'une vingtaine de cas d'usage. Ça représente à peu près, on a comptabilisé à peu près 400 étapes de travail durant le projet qu'on va devoir faire pour tester des outils différents, et surtout tester des outils mais à plusieurs moments de la durée du projet, parce qu'on sait que ça évolue beaucoup. Et donc tous les résultats sont publiés en Creative Commons sur le site web, ce qui fait que le site web qu'on va monter à la fin du projet, vous pourrez aller dessus, récupérer nos données d'entrée, récupérer tous les protocoles que les chercheurs auront développés, et pouvoir comparer des outils que vous avez vous avec les outils que nous on aura évalués. Et si vous êtes chouette, si vous êtes cool, vous pourrez publier aussi vos propres résultats, comme ça vous pourrez faire bénéficier à tout le monde l'avancée de la connaissance sur le sujet, on va dire. Je vois, c'était un petit peu l'ambition de Creative Machine au début, de générer ce savoir-faire. On s'est vite rendu compte qu'il fallait vraiment accumuler des équipes spécialisées, donc avoir des financements particuliers. Donc vous êtes en train de vous en saisir, et c'est assez chouette. Et vous êtes aussi avec nous, du coup. Du coup. Et alors juste, je voulais terminer en disant, vous avez tout là-haut les différents partenaires du projet, donc c'est nous qui portons ce projet, mais en bas, vous avez aussi des partenaires qui vont s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Et tout le monde est invité en fait à participer. Donc c'est aussi bien les entreprises type studio ou prestataires techniques que les organismes de formation ou les écoles supérieures. Vous pourrez prendre une part à votre échelle, selon aussi vos ambitions. Voilà. C'est une parfaite transition. Parlons d'école. La parole est à toi. Oui, donc je vais vous parler un petit peu d'une partie éducation et recherche. Donc moi, je suis Pascal Gall, je suis ingénieur de recherche à l'école polytechnique. J'ai fait un doctorat récemment. Moi, je suis spécialisé en informatique graphique, notamment programmation 3D temps réel. Je viens de l'industrie et en fait, je suis aussi le directeur d'une nouvelle formation, dont je vais parler juste après, en cinéma 3D, qui mêle de la production virtuelle et aussi de l'IA générative et l'informatique graphique traditionnelle. Alors pourquoi j'ai mis ces images? Parce qu'en fait, depuis tout petit, je suis passionné par le jeu vidéo, les films d'animation et les films des effets spéciaux. J'ai toujours voulu savoir en fait comment c'était fait en mathématiques, informatique et en sciences en fait. Et dans mon parcours, en fait, j'étais confronté à peut-être on en parlera un petit peu après, une scission en fait entre quand j'étais dans la recherche et dans l'industrie. Parce que c'est pas les mêmes objectifs, en fait, il y a différentes sensibilités, des visions, des objectifs et des temporalités différentes. On va dire que l'industrie, je simplifie beaucoup, hein.
on est plutôt sur des outils, des prototypes, de la R&D appliquée à 3 à 6 mois, alors que dans la recherche, on a des visions à peut-être 2, 3, 5 ans, voire 10 ans. Les problèmes d'aujourd'hui, on va dire qu'ils ont peut-être été réglés, enfin pour eux, ça a commencé dans le passé. Aujourd'hui, ils sont déjà plus loin en fait, donc on pourra en parler éventuellement plus tard. Et en plus, quand on mêle l'art, c'est encore plus difficile. Ils sont plutôt vous êtes plutôt dans la création instantanée. Et du coup, ce que je voulais dire par ça, c'est que peut-être, on a discuté, les outils qui étaient dans les labos, ils sont arrivés peut-être trop tôt, mais sauf dans certains cas d'usage, peut-être vers le grand public, les écoles, et du coup, en fait, tout le monde attend quelque chose. C'est pas encore robuste, mais on peut quand même faire des choses. Hein. Donc juste les limitations, donc on le sait, il y a le manque de contrôle, de qualité, il y a des hallucinations, des problèmes de cohérence temporelle. Quand on génère des plans, c'est plutôt des plans courts. Problème de gestion de la physique, les interactions, les collisions avec les autres personnages et les objets, et puis voilà, la gestion des émotions. Pardon, c'était ça, désolé. J'ai oublié de changer. Petite image. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc on fait de la formation à l'école polytechnique, on fait aussi de la recherche. Donc à l'école polytechnique, depuis 10 ans, il y a un parcours en fait image, vision, apprentissage, IVA, qui forme aux mathématiques, aux sciences et à l'informatique, tout ce qui est donc informatique, graphie 3D standard, plus la vision par ordinateur et l'IA, dont l'IA générative. On a une dizaine de masters. En fait, l'année dernière, il n'y en avait qu'un seul, Visual et Creative AI. Et depuis cette année, il y a un boost, il y a 5 masters. Donc un en LLM, Large Language Model, les applications sur les graphes et d'autres choses. Parce qu'en fait, il y a besoin de beaucoup de mathématiques en fait, qui sont cachées derrière les outils comme Confi-UI et pour vraiment les comprendre et les maîtriser en fait. Et mon master à moi, Extended Cinématographie. Donc je mets juste un petit mot pour vous dire quel est le projet. Donc c'est un projet France 2030. Ah pardon, désolé, à chaque fois j'oublie. Désolé. Donc c'est un projet France 2030 qu'on a ouvert avec l'ENS Lumière cette année en septembre. Donc c'est un master en 2 années, en alternance, vraiment mathématiques, informatique et sciences, R&D. Et voilà, donc j'ai dit informatique graphique, vision par ordinateur, IA et IA générative et production virtuelle en fait. Donc s'il y a des questions, je reviendrai, mais c'était pas pour ça, c'était juste pour dire qu'en fait, comme c'est des profils très scientifiques, donc j'ai aidé à les placer dans des boîtes comme AMD Research, Sony R&D, Fortiche, la partie R&D, la CGEV. Ah pardon, désolé. Merci, pardon. Donc c'est vraiment des profils très R&D. Et en fait, j'ai vu qu'au PIDS, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la R&D, mais ils se basent sur les thèses. Moi, j'en ai fait une, donc c'est très bien. Mais je pense que le modèle, vous voulez plutôt du court terme pour certains. Donc je pense que notre formation, elle pourrait être vue comme une sorte de SS2I R&D à disposition des boîtes pour tout de suite faire de la R&D sur des formats 3 mois de cours, 3 mois industrie, etc. en fait. Voilà, donc une autre chose qu'on met en place pour l'IA, c'est des expérimentations. Donc en fait, on a été invité par le directeur de la Cinéfabrique de Lyon à faire, c'était pas pour copier, hein, il nous a proposé en interne de faire un hackathon d'1 semaine. On va mélanger 16 étudiants de cinéma, donc en VFX et en direction de photo, avec nos étudiants scientifiques. Et voilà, on va faire des expérimentations sur l'IA, un peu comme la Jam d'aujourd'hui, mais sur 1 semaine. Avec des vrais rushs que vont tourner les étudiants le matin, on les prend, on voit ce qu'on peut faire de manière narrative, et en se posant des questions sur l'éthique, parce qu'en fait, c'est une école qui est très particulière, la Cinéfabrique, les étudiants sont très demandeurs d'éthique, et il peut y avoir éventuellement des rejets. Voilà, le point que je voulais montrer, c'était les projets recherche. En fait, on peut faire de l'IA de manière créative sans détruire du travail. En fait. Donc, là, un petit projet qu'on veut lancer avec Louis Lumière, celui-ci. Donc en fait, aujourd'hui, dans les écoles de cinéma comme la Louis Lumière, il y a beaucoup de données qui sont créées pour faire des essais caméra, c'est-à-dire prendre une caméra, les lentilles, parce que ça donne un certain aspect au rendu final. Sauf que ces données sont perdues, dispersées, ou alors elles sont très peu exploitées. Donc l'idée, en fait, ça serait de créer une base de données intelligente qui permettrait de relier une image prise d'un tournage, les paramètres techniques qui ont été faits lors de la session, et du contexte sur le tournage, en fait. Donc là, on utiliserait l'IA pour retrouver des images similaires sur un tournage, comprendre quelles étaient les conditions du tournage et apprendre le lien entre image et un dispositif technique. Mais on le ferait donc en apprenant sur des images, mais avec un vocabulaire métier donné par les gens du cinéma en fait. Et donc le but, c'est, comme j'ai dit, ça serait donc relier l'image finale au choix technique. Comme ça, qu'est-ce que tu as utilisé sur ce tournage-là? Tu prends une image, ça t'en donne d'autres proches et voilà. Donc la connaissance se distribue. Un deuxième petit projet, donc tout le monde est dessus, hein, en fait, c'est améliorer la qualité de la génération. Ah pardon, oui. Tout le monde est dessus, améliorer la qualité de la génération des modèles d'IA pour la génération vidéo. Je vais plutôt l'avancer comme ça. Donc l'idée, c'est que les données aujourd'hui, elles ont été apprises éventuellement sur le web de mauvaise qualité,
compressé, pas dans le bon espace de couleur. Donc on voudrait plutôt prendre les standards du cinéma. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que pourquoi pas prendre les rushs et les films documentaires et les films de l'école Louis Lumière, de la Cinéfabrique et pourquoi pas de la FEMIS, des écoles publiques, pour essayer de créer un dataset pour monter en qualité sur les espaces colorimétriques, la résolution, etc. Et en fait, ça aurait diverses qualités, notamment pour le patrimoine, le sauvegarde de ces données qui sont importantes, sinon c'est perdu, et aussi une partie diversité grâce à la Cinéfabrique, qui fait attention au visage qu'on a dans les films, la diversité sociale. Et voilà, donc on aurait un dataset qui serait donné pour les chercheurs et aussi en interne pour les écoles, et ça permettrait après de diffuser les connaissances dans les studios de cinéma en fait. Voilà, et le dernier, c'est donc, je ne peux pas dire tout en détail, mais en fait, on discute avec des acteurs majeurs du domaine. Comme j'ai placé un alternant chez AMD Research, donc on a des projets qu'on veut lancer en cours. Donc là, je montre juste une idée de ce qu'ils avaient fait, mais moi, je viens de la programmation 3D temps réel. J'ai du mal avec l'offline. Je préférais que tout soit fait en temps réel en fait, donc c'est beaucoup plus dur. Donc il y a Luma AI qui est très sympa. Si vous avez vu Ray 3, la vidéo, on peut faire un éléphant qui bouge, pas en temps réel, avec une trompe en plastique et ça fait de la mocap temps réel, vidéo to vidéo. Donc c'était quelqu'un avant qui en parlait. C'était je crois. Julius. Oui. Mais du coup, AMD, ce qu'il voudrait faire, c'est simplement des techniques de lance. Il voudrait faire de la synthèse génération vidéo en temps réel, donc avec du lancer de rayon à un seul rayon. Et après des représentations de la scène ultra compactes et simplifiées, et après des upscalers pour monter en 4K, pour avoir une qualité cinéma pour le jeu vidéo. Et voilà, et simplement la dernière slide, c'était pour dire que je pense que c'est super important de travailler à 3. En fait, les chercheurs, je m'en ai souvent mis à côté, mais là, je vois que... Pardon. Désolé. Oui. Je reprends juste ma slide du début. Donc c'est vraiment, je pense, un mix entre industrie, vous les artistes ou industrie et les chercheurs, pour qu'on soit tous ensemble, pour essayer de voir comment on peut collaborer pour toujours faire du storytelling, une histoire, mais en essayant de vraiment travailler ensemble, voir pourquoi certaines choses ne marchent pas, comment on fait pour améliorer. Et voilà. Bon, je laisse pour l'instant. Intéressant, merci. C'est vrai qu'on avait identifié... Oui, on peut les applaudir tous, les uns les autres. On a enchaîné là pour essayer de tenir le truc. On avait identifié l'année dernière, entre autres, que dans les problématiques entre recherche et art appliqué, il y avait le problème des data d'entraînement en fait, sur lesquels étaient développés les outils qui fait que c'était peut-être bien pour des chercheurs, entre autres peut-être pris dans le flux de devoir reprendre les mêmes data d'un autre papier pour pouvoir les comparer. Oui. Et même si les data n'étaient pas bonnes, eh ben, c'est pas grave, on faisait quand même l'algorithme. Et là, vous allez un peu plus loin quand même. Ouais, c'est ça. Puis il y avait Opids, je me rappelle, c'était Marc Bourris et Benoît, je crois, oui, aux gens qui disaient que, en fait, on voudrait une approche, j'ai oublié, c'est open fair. C'est qu'en fait, quand on publie un papier, on donne les données, on donne le script Python qui a généré l'algorithme et le modèle de neurones, on donne tout en fait, transparent. Ça serait l'idée en fait. L'open source à tout niveau, quoi. On rajoute des niveaux. Ben, merci beaucoup. Je voyais Itzar qui opinait du chef sur entre autres, la construction de ces datasets, on va dire, pertinents et légaux et open source et transparents, etc. Oui, effectivement. D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette journée. Merci à Jade, merci à vous, Quentin. D'abord parce que j'ai beaucoup écouté, je suis aussi venu beaucoup pour apprendre, parce que c'est clair que votre secteur sur cette problématique de l'usage de l'IA, il est forcément très en avance du fait de l'historique. Voilà. Vous avez déjà, vous, au sein de l'animation, dans l'utilisation de ce type d'outils. Nous, au sein de la ProCirep, alors qu'il y a pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, une petite... SACEM, donc une société de gestion collective de producteurs cinématographiques et audiovisuels. On a un certain nombre de travaux qu'on a menés dans le cadre de groupes de travail qui se sont beaucoup penchés sur les aspects légaux. Alors on en a déjà un petit peu parlé ce matin. Je ne vais peut-être pas forcément m'étendre beaucoup sur ces sujets-là, mais si vous le souhaitez, on pourra encore redire un mot de l'importance qu'on a, nous, aujourd'hui, accordée au problème de la régularisation de la situation
de l'usage d'œuvres protégées par les systèmes d'IA, notamment à des fins d'entraînement, parce qu'on pense vraiment que tant que ce sujet-là ne sera pas résolu, on ne pourra pas être dans un usage serein des outils de l'IA. Le sujet va forcément sans arrêt revenir, on l'a encore entendu, je trouve, aujourd'hui. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir des outils crédibles qui vont nous permettre d'assurer de la transparence. Le sujet aujourd'hui, il a été pendant 1 année et demie, 2 ans du côté des producteurs sur le travail sur ces outils juridiques pour essayer d'améliorer la situation. Il est aussi maintenant dans l'année qui vient et dans les années qui viennent, je pense, sur les problématiques qui ont aussi été évoquées de marquage de l'output et des conséquences que ça peut avoir pour le métier, puisqu'on a un règlement de l'IA qui traite, on l'a vu ce matin, de la question du droit d'auteur dans un article. Et il y a un deuxième article important qui est en discussion aujourd'hui. On ne sait pas ce que vont donner les travaux européens, mais à un moment donné, ils vont quand même avancer, qui est effectivement comment amener les fournisseurs de systèmes d'IA à mettre en place des outils qui permettent quel que soit en fait le type de contenu généré à travers l'outil d'IA, que ce soit du texte, de la vidéo, de l'image, de bien marquer ces contenus pour qu'on sache qu'ils aient été marqués par de l'IA. Tout ça va aussi derrière, à mon avis, avoir des conséquences dans ce qu'on va exiger des producteurs en termes de transparence sur le produit fini, l'œuvre audiovisuelle, en quoi est-ce qu'elle a eu recours à des outils d'IA avec une complexité dans le secteur audiovisuel qui est qu'on est sur une œuvre hyper complexe, on l'a vu, qui consolide, qui regroupe tout un tas de contributions où l'IA est utilisée de façon plus ou moins forte à différents stades et du développement et de la production et même ensuite de la diffusion. Il faut quand même passer par ce type d'outils et c'est important encore une fois de savoir un petit peu quelles sont les réflexions dans votre secteur puisque vous êtes particulièrement en avance, je trouve, dans ces réflexions-là, puisqu'on va aller, il ne faut pas s'en cacher, à mon avis, vers une forme de IA conditionnalité. Pardon, on va aller vers une forme d'IA conditionnalité des aides publiques. À un moment donné, il faudra à un moment donné être conscient de ça. Donc il va y avoir ce travail à faire. Je pense que c'est un travail qui va beaucoup nous occuper dans les mois qui viennent. Et donc ça, on va dire, c'est tous les aspects un petit peu légaux donc qu'on a déjà bien évoqués ce matin et en début d'après-midi. Là où nous, on a également eu un petit peu de réflexion en cours et qu'on va poursuivre, c'est sur un certain nombre d'outils techniques aussi qui nous paraissent nécessaires pour, par exemple, notamment mieux collecter, sourcer de la donnée, notamment potentiellement à des fins d'entraînement d'outils d'IA. Donc on est, nous, ProCirep, dans un projet européen d'espace d'échange de données avec le CST d'ailleurs. Et ça fait partie, on va dire, des briques techniques qui nous paraissent demain nécessaires si on veut encore une fois être en situation de mieux gérer la problématique de l'usage des œuvres protégées par les acteurs de l'IA, parce que notre approche, ce n'est pas uniquement effectivement une approche juridique de sanctions ou de contentieux, c'est aussi réfléchir à comment nous-mêmes offrir des contenus de qualité bien documentés avec de la bonne métadonnée. Et donc c'est là où je réagissais aussi à ce que vous évoquiez sur les outils d'IA générative vidéo qui manifestement aujourd'hui ont quand même besoin de données de départ de meilleure qualité que ce que manifestement elles ont scrappé sur YouTube ou voire parfois en contournant des systèmes de contrôle d'accès, et donc avec des choses qui ne sont pas forcément ni légales ni surtout de bonne qualité. Et donc c'est tout un des sujets qu'on a aussi nous en tête, qui est d'aller discuter avec un certain nombre d'acteurs ou de brokers de données avec ces acteurs, avec les sociétés d'auteurs, pouvoir là aussi être en capacité d'offrir des contenus de grande qualité et dont les droits ont été correctement clearés, puisque c'est surtout ça évidemment un des sujets majeurs qu'on a aujourd'hui. C'est pas juste effectivement aller récupérer de la donnée à droite à gauche. Et puis un dernier point qui peut paraître un petit peu anecdotique, mais auquel nous on tient en tant que ProCirep, et moi sous ma casquette ProCirep, puisque je suis aussi
directeur d'une association qui s'appelle l'Agence française ISAN, qui est une agence qui a développé en fait un identifiant audiovisuel des œuvres, une sorte de numéro INSEE des œuvres, qui est particulièrement développé en France, qu'on trouve au générique des différents programmes. Et une des idées qu'on a aujourd'hui, encore une fois, pour sécuriser les choses d'un point de vue juridique, c'est de greffer sur cet outil ISAN un indicateur d'opt-out. On a parlé ce matin de l'opt-out, le fait qu'il fallait non seulement dire qu'on ne voulait pas que nos œuvres soient scrappées, mais le faire aussi avec des outils Dixit, les textes européens lisibles par la machine. Je fais une petite parenthèse. Moi, je pense que l'opt-out et tout le mécanisme d'exception qui permet aujourd'hui à ces acteurs de moissonner sans autorisation, ou en tout cas prétendent-ils, va à mon avis à un moment donné être challengé par des normes juridiques supérieures, mais le temps que tout ça arrive, aujourd'hui on a un règlement IA qui de fait mentionne ce type d'exception pour pouvoir permettre à ces acteurs d'utiliser les œuvres protégées. Donc il faut que de notre côté, titulaires de droit, nous protégions, et donc un outil auquel on va donner cette dimension d'outil d'expression de l'opt-out, c'est l'identifiant ISAN, puisqu'il se trouve que cet identifiant, il est dans beaucoup de génériques, voire dans la quasi-totalité des génériques de programmes audiovisuels de patrimoine aujourd'hui financés en France. Et donc on aura un outil qui de fait sera lisible, nous semble-t-il, par les machines, et qui derrière donnera tout de suite l'indication comme quoi les titulaires de droit souhaitent bien être réinstitués dans leur capacité d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de leurs œuvres. Voilà un petit peu les différents sujets sur lesquels nous travaillons en tant que ProCirep, en lien avec évidemment les organisations syndicales, notamment du secteur de l'animation. Merci pour ces explications détaillées de tous les combats en cours, à venir, qu'on avait effectivement évoqués déjà ce matin côté juridique. Est-ce que vous voulez, entre vous interpeller, vous rajouter des choses? Ouais, je veux juste rajouter, parce que je me demande si on n'a pas zappé. Mais en fait, dans l'ensemble des métriques qu'on va proposer, il y a aussi une métrique juridique, où en fait, on va analyser le niveau juridique d'acceptabilité juridique des outils, avec des drapeaux rouges ou des drapeaux verts quand c'est nécessaire, quoi. On va devoir travailler ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des questions de ça? Il y a eu plein de sujets. C'est assez vaste. Est-ce que c'était trop, du coup, et vous êtes fatigué? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Jean-Jacques, par exemple, a des choses à dire? Ou le temps que ça arrive, juste une petite remarque pour toi, Stéphane. Tu disais que la différence entre IA analytique et générative, en fait, l'IA, ça existe depuis les années 50. On en fait déjà plein, mais je pense que les gens, ils ne se connaissent pas trop au machine learning ou avant. Et du coup, est-ce qu'il faut aussi labelliser, dire qu'on fait du machine learning ou pas? Oui, alors le terme, c'est toujours la problématique de qu'est-ce que c'est que l'IA. Quand j'ai fondé Golem, on faisait de l'IA, mais c'est pas l'IA dont on parle aujourd'hui. Et donc voilà, là aujourd'hui, quand on parle des outils d'IA qu'on a dans les studios, bon, on fait cette classification entre le génératif et l'analytique. Mais après, c'est vrai que l'IA existe depuis des décennies et qu'il y a eu plein d'autres approches avec des systèmes experts, avec tout un tas de... Voilà, il faudrait refaire un historique de l'IA ou changer le terme qui est utilisé aujourd'hui et qui s'est accaparé l'IA, mais je suis d'accord. Oui, le changement de terminologie, c'est souvent le signe d'une maturité, quoi. On ne parle plus des calculatrices comme des ordinateurs. Maintenant, on veut dire calculatrice pour dire calculateur. Et voilà. Oui, merci. J'avais une question. Je suis là au milieu. Je m'adressais plutôt à Frédéric et Stéphane sur la tâche que vous êtes mis d'essayer de répertorier l'ensemble de ces outils, les juger, etc. Je me posais un peu, on a évoqué la méthode, mais sur la partie jugement, justement, comment vous pensez pouvoir faire ce jugement? Vous avez des équipes d'experts qui vont traiter ça. Est-ce que vous allez faire intervenir la communauté là-dedans? Est-ce que vous allez faire des choses à l'aveugle? Enfin, ça me paraît extrêmement compliqué d'un point de vue biais d'analyser ces choses-là, surtout vu la quantité de choses qui est analysée. Je me demande quelle est votre stratégie.
Oui, alors on va faire et du qualitatif et du quantitatif. On va faire appel à la communauté, on va faire appel à des panels d'experts pour faire de l'évaluation, donc des résultats des différents travaux, des différents cas d'usage, et on va utiliser aussi des métriques. Donc on va fournir un certain nombre d'éléments, mais ce n'est pas du jugement. On va fournir des éléments d'appréciation, et après c'est à chacun de juger par lui-même s'il souhaite utiliser cet outil ou pas, en connaissance de cause, avec les différents critères qu'on aura fournis. Et comme quelqu'un qui est dans un supermarché et qui a un Nutri-Score, bah, c'est à lui de décider s'il va utiliser, s'il va acheter le produit ou pas. Là, il aura des éléments d'appréciation pour les différents outils d'IA qu'on aura pu évaluer. Et bien sûr, à un instant T, c'est-à-dire que pour chaque outil, ce sera la version à telle date qui aura été évaluée et pas la version ultérieure ou antérieure. Et voilà. Et tout ça sera documenté et mis en accès public. C'est une des raisons pour lesquelles je suis très content d'être accompagné par des chercheurs, c'est que le but du jeu quand même à la fin, c'est que les métriques qui sont utilisées ne puissent pas être challengées. C'est-à-dire que si on a mis une valeur sur une métrique, qu'on ne puisse pas nous dire, attendez, la méthode, elle est un peu foireuse, etc. Donc si on l'avait fait, nous, côté CST, avec uniquement des professionnels, on l'aurait fait de manière très empirique avec notre intuition, mais ce n'est pas suffisant pour des sujets aussi complexes et nouveaux que ça. Et donc là, du coup, l'objectif, c'est ça, c'est vraiment d'avoir des choses qu'on ne puisse pas nous challenger. Après, comme tu le disais l'autre jour, Stéphane, il y a des métriques qui peut-être tomberont en obsolescence au bout d'un certain temps, parce que les technologies ont évolué un peu, se seront déplacées, du coup, il faudra en créer de nouvelles, quoi. Et puis sinon... l'impact espéré, il est double, il est au niveau individuel. Donc chacun d'entre nous qui sommes professionnels ou étudiants, on a envie de savoir à quoi va ressembler notre métier demain. Est-ce que ça vaut le coup de se former vers telle direction, telle autre direction? Et on a des questions à se poser par rapport à ces choses-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a les sciences sociales et humaines qui sont impliquées. Mais après, au sens collectif, grâce à cette cartographie, à un peu ce label score, ce Nutri-Score, comme tu dis, ça peut aussi nous permettre, nous, collectivement, de reprendre la main un petit peu. Je sais pas, après une journée comme celle-ci, c'est vous n'êtes pas en dissonance cognitive, mais c'est quand même possible. Parce que d'un côté, on est en train de dire, regardez tout ce qu'on peut faire avec ces nouveaux outils, c'est extraordinaire. Et c'est vrai. Et de l'autre côté, on est en train de dire, bon, alors juridiquement parlant, on ne sait pas si on peut l'utiliser et on ne sait pas si on a les droits sur ce qu'on a fabriqué. Donc il y a un truc, quand même, on est dans une période de transition assez impressionnante. Enfin, moi, en tout cas, c'est la première fois que je connais un truc pareil. Et donc là, ça va permettre de reposer un peu le débat sur des choses concrètes et ensemble, collectivement, dans des tables rondes, de redéfinir ensemble ce qu'on a envie de proposer comme contenu, parce que là, nous, on parle principalement de cinéma et de fiction. D'ailleurs, je suis heureux d'entendre dans l'autre conférence que pour l'instant, en tout cas, les producteurs, qui sont plutôt les donneurs d'ordre, continuent de commander un niveau de qualité qui reste le même. Mais on se fait challenger par des gens qui sont extérieurs à notre milieu, qui génèrent du contenu et qui, eux, n'ont pas du tout les mêmes critères de valeur. Et en fait, ça détourne l'audience vers d'autres types de contenus. Et donc, on est challengé. Donc, en fait, c'est à nous aussi de choisir les futurs contenus qu'on veut proposer, quoi. Merci. Oui. Dans la méthodologie, là, pour cette partie Nutri-Score du projet, est-ce que la première des étapes, c'est pas de justement renomenclaturer tout ça? Parce qu'il y a effectivement des éléments de langage peut-être à revoir pour déjà influencer et replacer un peu des briques objectives justement. Parce qu'on a déjà, même le terme IA, il est déjà teinté de toute la radioactivité dont a parlé Quentin. Et donc là, peut-être que la première des démarches, c'est de créer une nomenclature professionnelle, technique et relativement pragmatique pour que tout le monde utilise des mots qui vont être un peu déconnectés de ces 3 dernières années de souffrance et d'enthousiasme. Oui, alors après, je ne sais pas si c'est à nous d'inventer un nouveau mot pour remplacer l'IA, mais on va essayer déjà de catégoriser les différents types d'outils qui sont proposés, les différents types d'usages, et donc tout ça, ça fera partie de la cartographie, donc d'essayer de dissocier les différents outils. Est-ce que c'est un usage en local? Est-ce que c'est un usage sur la machine, sur un cloud local, sur un serveur qui est localisé et où est-ce qu'il est localisé, et quelles sont les données d'entrée, quelles sont les données de sortie, la propriété sur les données de sortie, enfin tous ces éléments-là, ils feront partie de la cartographie.
Bonjour, Stanislas Mako, Miraculous. J'avais une question peut-être plus pour Daniel. En fait, je trouve que au cours de la journée et même dans les discussions de cette conférence, on voit qu'il y a vraiment une réflexion sur qu'est-ce que la création, ou jusqu'où va la création, où est-ce qu'elle démarre, où est-ce qu'elle s'arrête. Est-ce que les outils IA, avec un grand I et un grand A entre guillemets, perturbent ce processus créatif? Mais du coup, comment vous percevez ce que vous voulez mettre finalement sur Fantasia? Comment est-ce que vous arrivez à déplacer ce curseur de la création? Qu'est-ce qui va vous faire dire que là, l'IA n'a pas perturbé le processus créatif, alors que peut-être que justement c'est ce que vous cherchez à amplifier ou pas? Enfin, j'avais une question un peu sur cette partie curation du contenu que vous affichez. Merci pour cette question. Non, mais je trouve la, qu'en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai besoin de réfléchir. On peut demander à Claude. Non, mais à brûle pour point, je peux vous dire qu'en effet, les gens sont perturbés. À chaque fois qu'on a diffusé des sujets ou des petits documentaires qui racontent, par exemple, des photographes, mais qui font de la promptographie, en effet, c'est complètement orthogonal. Les gens ont du mal à l'accepter. C'est-à-dire que si c'est un grand photographe qui a photographié avant, en général, il est très attaqué parce qu'on dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce bordel, alors que c'était un grand photographe de Magnum. Il a une bibliothèque de 40 000 images. Parfois, c'est un grand photographe patrimonial. Et les gens lui disent t'es un enfoiré, tu trahis l'héritage de Cartier-Bresson. Suzanne Sontag se retourne dans sa tombe. Et moi j'ai envie plutôt de parler de la référence à Ribou ce matin. C'est en effet que ce bidule qui est une diablerie, en effet perturbe notre relation au réel. Donc tout ce qui relève de la captation du réel, les gens sont mal. Voilà. Donc même si on préfère un musicien, un interprète qui n'existe pas et qui est synthétique, mais on l'adore l'écouter dans la solitude de sa salle de bain, c'est quelque chose qu'on ne partage pas parce qu'il y a un sentiment de rupture anthropologique avec de ne pas pouvoir y aller en concert, de ne pas pouvoir se dire que oui, ce gars a été témoin de cette scène pour la photographier, etc. Il y a un truc comme ça qui en effet est assez puissant, flippant, vertigineux. Et moi, j'ai pas le juridique, il descend pas jusqu'à ma cave de Fox Mulder. Hein. Donc, moi, ce dont ils ont parlé, je comprends même pas les mots. Je sais les défendre. Donc, par exemple, dans le numéro 2 de Fantasia, pour être un peu concret, il y a un grand photographe de l'agence Magnum, il s'appelle Karl de Keyser. C'est un mec qui, la semaine de la chute du mur de Berlin, a sorti un bouquin qui s'appelle Homo Civiticus. C'est vraiment un grand livre de Magnum, vraiment un grand témoin du siècle, un type immense. Il se trouve que ce mec-là a travaillé sur la Russie parce qu'il a donc Homo Civiticus, il a aussi bossé sur le Goulag, il a photographié des restes de camps, etc. Il voulait voir comment c'était le pays de Poutine. Il ne pouvait pas y aller pour des raisons qu'on devine, à partir de l'invasion de l'Ukraine. Et donc il s'est dit, bah voilà, moi j'ai un corpus de 45 000 images, bim, il a dressé son mid-journée, et il a sorti un livre. Mais vous imaginez pas le shitstorm qu'il a eu sur son réseau, mais c'était incroyable. Mais vraiment, évidemment, les insultes étaient plus sur cette trahison du réel, mais il était en effet très, très perturbé. Et donc là, oui, la création, voilà. Ensuite, on fait des choses, en effet, plus sages. Des gens qui jouent vaguement sur la machine, clonent des voix sur Midjourney. Enfin, voilà, la jam a été... en fait, on ne peut pas tout faire en IA, mais perturber le processus de captation du réel, voilà, c'est intéressant. Et puis, comme toujours, la musique nous précède. Alors, comme sur le rap, les samples, tout va bien. Sur l'électro, tout va bien. Et bim, s'il y a 3 images qui ressemblent à Monsieur Schmurtz, il y a 5 personnes en PLS. Et puis ensuite, une émeute de 30 000 et puis un shitstorm avec des mots méchants.
Et je sais pas, sur NTM ou l'école du micro d'argent, vous étiez où? Vous étiez où? Je sais pas, et en écoutant les DAFT, vous n'avez pas de problème. Donc voilà, et donc ce processus, maintenant, il est en train de distordre tous les métiers, et avec un effet, un outil diaboliquement puissant. Et il faut apprendre à le conduire. D'abord pour qu'il y ait une intention artistique. Voilà. Et moi, ce qu'on cherche, c'est des gens qui s'occupent de ces outils avec une intention artistique et qui ne veulent pas me refaire Blade Runner en 10 minutes dans leur cuisine. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Par contre, voilà, s'il y a une perturbation du réel, ça commence à m'intéresser. Pardon, je vous ai tunnelé, mais c'est pour ça que j'ai posé des questions, sinon je peux continuer. On sait, non, mais c'est bien. Yannick d'Annecy, Citia. Ma question peut s'adresser à l'ensemble de vous, et merci d'ailleurs pour vos présentations. Et qu'en est-il de démarches similaires à l'échelle de nos voisins européens, et comment travaillez-vous avec eux? Pour ce qui est de notre projet, pour l'instant, pas. Mais on se dit que, de toute façon, notre projet va avoir une fin dans le temps, alors que notre mission, en théorie, ne s'arrête pas. Parce que notre projet dure 3 ans et l'IA va continuer d'exister et il y aura toujours besoin de continuer à les évaluer. Donc on s'imagine peut-être, si on réussit déjà à faire ce projet, parce qu'on est encore en train de le monter pour l'instant, peut-être que dans une étape 2, on essaierait de créer des liens pour essayer d'avoir quelque chose de plus large. Je peux rajouter une petite chose. En fait, Creative Machine a été approché par le CITIA, par l'organisation du MIFA, dans le cadre d'un projet européen, justement, pour organiser des journées de conférences ateliers de niveau international, tel que le MIFA peut le faire, le marché international du film d'animation d'Annecy. Et la première va avoir lieu au prochain MIFA, donc le 22 juin. Nous commençons à organiser en fait une journée. Donc le MIFA commence le mardi. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver le lundi dans la journée. Et donc ça sera en partie sur invitation et en partie pour avoir juste un petit nombre de personnes, déjà un petit peu, qui ont commencé à être identifiées, mais du monde entier, en fait, des gens de chaînes de télé ou d'écoles d'animation, des pays d'Europe du Nord, de l'Est, d'Asie, des États-Unis, etc., qui vont donc participer à des ateliers de réflexion pour essayer de produire. Déjà, on va commencer par une sorte d'état des lieux. En fait, cette question-là, qu'est-ce qui se passe chez vos voisins? On va leur poser. On a déjà identifié des thèmes, la formation, le politique, les cartographies diverses et variées. Donc en fait, cette question que vous posez, on se la pose aussi, et le MIFA se la pose, et le MIFA, c'est un des lieux dans lequel on va pouvoir... donc peut-être que Yannick du site a pu en parler justement, mais on en est là, on va organiser une journée comme ça pour identifier avec nos amis qui ont l'air très intéressés. En fait, tout le monde se la pose cette question. Le MIFA eux-mêmes, en collaboration avec... et en contact avec ces gens-là, savent qu'ils se la posent aussi, qu'ils veulent participer à un atelier avec d'autres gens. Et donc, on vous fera sans doute une restitution pendant le MIFA, pour ceux qui seront au Festival d'Annecy, une restitution de cette journée-là, savoir ce qui en est ressorti. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Voilà, on a juste identifié des thèmes. Si vous voulez en faire partie, identifiez-vous et vous serez les bienvenus. On compte regrouper 40-50 personnes, c'est ça, une cinquantaine de personnes, pour avoir genre 5 groupes de 10 personnes, pour pouvoir faire des petits groupes de réflexion, et ensuite sur différents modèles faire remonter comme ça, faire émerger des prises de position, et finir peut-être sur des actions. Parce que là, tout comme on finit là sur une table ronde autour des actions en cours, on aimerait faire ça aussi. L'idée, c'est d'avoir au bout de 3 ans, parce qu'ils ont en fait des financements de l'Europe, pour monter cette chose-là qu'ils appellent un livre blanc de l'IA pour l'animation. Donc ce livre blanc peut être dynamique, peut être un site web, une plateforme sur laquelle il y a les retours, par exemple, de si votre projet est accepté, parce qu'ils vont le déposer, le projet Cinétique IA, c'est ça. C'est quelque chose que je pense toute la communauté a envie de voir émerger. Ça fait sens pour tout le monde. On aimerait bien que ça soit financé. Et donc, je pense que voilà, ça va être quelque chose d'important. Et peut-être qu'il y a le même genre d'effort dans d'autres pays. On va voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Entre vous, Daniel, on va te relancer dans un tunnel peut-être, mais ces problématiques-là, toi tu ne les comprends pas, ce qu'ils ont dit, enfin, tout
tout en comprenant, je sais bien, c'est une boutade. Est-ce que les gens que tu côtoies, les gens que tu as identifiés, ceux avec qui tu travailles, déjà, comment tu travailles avec eux? Est-ce qu'ils viennent avec des projets tout faits? Est-ce que tu les fais émerger, ces projets? Est-ce qu'ils se posent ce genre de questions aussi? Ils se posent énormément les questions, spécialement éthiques, environnementales, etc. En général, j'essaie de les convaincre plutôt par le prisme pseudo-philosophique, enfin de cette nouvelle couche de réel qu'il s'agit d'appréhender par la création. C'est beaucoup plus intéressant que de le faire par les autres biais, à mon sens. Ensuite, donc je les rencontre, je bois pas mal de café, j'enregistre la conversation et ensuite je joue avec Claude pour que le brainstorming de 15, 20, 70 minutes aboutisse à 2-3 paragraphes qui correspondent à un synopsis avec une micro-intention et un sujet et qui se traite comme ça en 5-10 minutes puisque Fantasia c'est une émission expérimentale, elle est diffusée sur la plateforme. Ça veut dire qu'on est très pauvre aussi, mais en même temps, ça se passe à Arte Studio, donc les gens sont payés avec nos outils, etc. Et donc voilà, j'envoie ce petit texte de feuillet à mon interlocutrice, et en me disant, voilà, si tu le veux, amende-le à ta manière, tu me le renvoies, et c'est oui. Comme ça va plus vite. C'est comme ça qu'on fonctionne. Tu participes à la création vraiment du projet dès la base, quoi. Oui, sinon c'est assez intimidant remettre un projet Arte sans producteur. J'attendrais 3, 4, 5 mois, alors que là, voilà, on peut toper. C'est mal payé, donc chacun de ces projets. Non, je veux dire, c'est payé, mais on est dans une économie de l'expérimentation. Donc l'idée, c'est que la personne, en une dizaine de jours, puisse le faire. Donc ensuite, là, j'ai un Slovène. Qui fait un dessin animé, donc évidemment il est resté chez lui, mais quand c'est un Parisien évidemment, et qu'on est à Arte Studio, tout le monde est très très curieux de voir comment les gens fabriquent. Et en effet, au bureau, la plupart des gens pensent qu'il y a un prompt magique et que tout ça c'est très facile. Et comme les gens dans la jam, ils ne se disent pas que 80% des plans, on les jette à la poubelle, parce que voilà, et qu'ensuite il y a énormément de réécriture, parce qu'on change l'histoire en cours de route en fonction des archives livrées, et que finalement ça s'apparente pas mal à l'écriture documentaire. On a prévu de faire un film, l'équipe est partie, au bout de 15 jours ils sont revenus, ils ont filmé autre chose, donc au montage on réécrit, et c'est pour ça que voilà, dans le documentaire de création, 52 minutes c'est 8 semaines, si c'est allé plus vite, c'est qu'il y a un problème. Et ouais, tu vois pas forcément d'accélération finalement. Je vous dis, pour moi, l'idée c'est pas l'accélération. Toutes les tâches, alors pour être même clair, toutes les tâches qui s'accélèrent et qui s'automatisent, les livrables sont vraiment de qualité catastrophique. Donc on est la chaîne du multilinguisme. Il se trouve que c'est moi qui fabrique aussi, parce que ça m'intéresse, les sous-titres, et évidemment que la première version automatique de Trint, la première, la deuxième ou la 10e, si j'interviens pas au forceps sur la grammaire, le flow, la prosodie, etc., c'est de la merde. Donc évidemment, c'est pas human in the loop, c'est un truc où il faut énormément d'intervention humaine. Et tout ce qui concerne la photographie, le retouche d'image, évidemment, c'est puissance 10. Donc nous on soutient la création. Je dis par provocation que le juridique n'ouvre pas la porte, parce que en fait tout est radioactif pour les gens dont le métier c'est d'être prudent et de protéger des filières. Alors que moi je suis un jongleur avec des boules de feu dans la boîte de Pandore, et j'appartiens à un tout petit endroit. Donc c'est pas voilà, nos approches sont différentes. Et comment c'est perçu en interne? Mes équipes. En interne, il y a à la fois énormément de curiosité et d'excitation, et puis en effet des gens qui ont peur un peu pour leur emploi, parce qu'ils pensent que des tâches s'automatisent, etc. C'est vrai que ça a tendance à accélérer le processus. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres réactions parmi vous? Donc on va finir un petit peu en avance, c'est très chouette.
Voilà, écoutez, merci beaucoup pour ce panel intéressant. Il y a 2-3 bonnes nouvelles quand même, on en cherchait, il y a des choses qui se font.